Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 191e briefing. Et saluons l'arrivée du directeur Chinsky avec son beau maillot vintage, qui célèbre la glorieuse Union soviétique qui nous a légué, entre autres choses, le 8 mars que nous célébrons demain. Puisque le 8 mars a toujours été considéré à l'époque à laquelle je suis né comme un événement à haute teneur sportive. Voilà, ce qui, même au-delà du cadre conjugal, reste évidemment à démontrer. En tout cas, je laisse le soin à notre président et néanmoins ami de faire ses meilleurs vœux à la meilleure moitié de l'espèce humaine. Exactement. Si Et tant est donc, qu'on puisse diviser encore l'espèce humaine en moitié et non pas entière ou en exactement. quart. Donc, c'est pas pour faire genre, mais je me permettrai effectivement de féliciter la meilleure moitié de l'humanité cette veille de 8 mars. Donc demain, prenez bien soin de et, vos et qui, femmes et contrairement vos... aux apparences, est majoritaire à la Chambre. Exactement, oui, tout à fait, hein. On a eu l'occasion de fêter nos femmes tout à l'heure de la Chambre et effectivement, Comme un bon mormon qui se comme un bon respecte. mormon, et nous Euh, étions assez peu d'hommes finalement au milieu de toutes ces femmes merveilleuses. Sachant qu'en Russie, ce sont les hommes qui commandent, mais les femmes qui travaillent. Le paradis du travailleur. Donc, 191e briefing, donc en une formule un peu réduite, puisque Igor est encore sur les routes du monde. Et donc, c'est Arnaud qui va incomber la tâche toujours aussi lourde, mais passionnante, de nous tenir informés de la marche du monde. La marche de la Russie, en tout cas, passionnant, souvent déprimant ces derniers temps, il faut bien l'admettre, surtout dans le rayon politique. Économie, d'abord, avec, pour le coup, de bonnes nouvelles pour les autorités russes, avec des recettes du budget fédéral tirées d'hydrocarbures qui ont atteint près de 950 milliards de roubles en février. C'est 40% de plus qu'en janvier et c'est sensiblement plus que ce qui est inscrit au budget 2024. Donc, on se souvient de quelques annonces fin janvier, il faut raison garder. La vérité, c'est que pour l'instant, en tout cas, on n'observe pas d'affaissement durable et significatif des recettes tirées des exportations d'hydrocarbures en Russie, avec toutes les conséquences que ça implique sur le plan de la politique étrangère notamment. Une enquête d'opinion réalisée par l'Institut de sondage Russian Fields, qui est l'un des nouveaux venus et qui travaille très sérieusement, et qui montre que 48% des Russes estiment que leur niveau de vie n'a pas varié sensiblement depuis le 24 février 2022, 35% relèvent une baisse, tandis que 16% évoquent une hausse de leur niveau de vie. La durée moyenne du travail, précisément de la journée de travail en Russie, a atteint un niveau record, 7 heures et 17 minutes. On va voir si on travaillait plus à la chambre que cela. Euh, une prévision macroéconomique réalisée par l'Académie russe d'économie et de services publics euh, qui table sur une croissance de 1,5% en 2024. C'est moins que le FMI, qui, je rappelle, évoque 2,6%. Et cette même étude envisage 1,6% en 2025 et 2,2% en 2026. À suivre. Enfin, l'inflation qui reste à un niveau élevé, sans surprise. Sans surprise, pourquoi? Parce que les responsables du gouvernement et de la Banque centrale ont prévenu que le pic serait atteint dans le courant du printemps. Or, le printemps ne fait que commencer. Et l'inflation, donc, fin février, en rythme annuel, représentait 7,57 points contre 7,42 une semaine plus tôt. Donc on voit que l'inflation continue euh, à accélérer. Elle est plutôt sur une phase ascendante. J'en viens maintenant au chapitre de la politique intérieure avec un projet de loi qui a été déposé à la Douma d'État hier et qui prévoit d'exempter les personnes signant un engagement dans les forces armées de Russie de toute responsabilité criminelle, à l'exception toutefois de certains crimes graves comme les agressions sexuelles sur mineurs, terrorisme ou atteinte à la sûreté de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pourront, le cas échéant, bénéficier de cette disposition les personnes faisant l'objet de poursuites, celles qui sont actuellement jugées et celles ayant été condamnées.
Deuxième nouvelle significative, le placement de Garry Kasparov, opposant en exil et ancien champion d'échecs, sur la liste des personnes déclarées terroristes et extrémistes, si l'on en croit une notice du service russe de renseignement financier. Le monde des lettres et de l'université maintenant, avec Lyudmila Ulitskaya, qui a été placée le 1er mars sur la liste des agents étrangers par le ministère de la Justice, et l'historien Ivan Kourila, qui avait pris position contre l'intervention militaire en Ukraine et qui a été renvoyé de l'Université européenne de Saint-Pétersbourg. Enfin, la semaine dernière, le 29 février, c'est Sergei Sokolov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, qui a été arrêté à Moscou. Il est accusé d'avoir, je cite, discrédité l'armée russe dans une publication en ligne de son média. J'en viens maintenant à l'actualité diplomatique qui est extrêmement chargée et très intéressante. Je vais commencer par un événement qui n'a pas vraiment retenu l'attention des médias français, mais qui me paraît significatif. Néanmoins, c'est la visite du Premier ministre russe Mikhail Mishustin à Bakou. C'est important, pourquoi? Parce que l'Azerbaïdjan, depuis quelque temps, prend une importance croissante dans la politique étrangère de la Russie, dans sa politique en direction du Sud. L'Azerbaïdjan, c'est un maillon essentiel dans ce que la Russie qualifie de corridor nord-sud, corridor logistique, de transport. Et donc, M. Mishustin a été reçu évidemment par son homologue, mais aussi par le président Aliyev. Et c'est significatif aussi parce que ça se produit dans un contexte de rapide dégradation des relations entre la Russie et l'Arménie. L'Arménie qui demande le départ des gardes frontières russes de l'aéroport d'Erevan, et l'Arménie qui a annoncé le gel de sa participation au traité de sécurité collective, au DKB, et qui, dans le même temps, on le sait, cherche à diversifier ses partenariats de sécurité, notamment en direction de la France. Donc là, on voit des éléments, peut-être pas des éléments de bascule, mais des éléments quand même très importants dans la politique russe dans l'espace post-soviétique et sur cet axe sud qui est de plus en plus important. Une actualité américaine avec Madame Victoria Nuland, dont on se souvient du style fleuri il y a une dizaine d'années sur la place centrale de Kiev, qui devrait quitter son poste de sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, et elle sera remplacée par Monsieur John Bass, qui entre autres, a occupé les fonctions d'ambassadeur des États-Unis en Afghanistan et qui est présenté, ce qui n'est peut-être pas un très bon présage d'ailleurs, comme ayant supervisé le retrait américain de ce pays. Une actualité chinoise maintenant, avec la tournée de l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour l'Eurasie, M. Li Hui, qui est ancien ambassadeur à Moscou d'ailleurs, et qui entreprend une deuxième tournée en Europe pour promouvoir les tentatives de médiation chinoise dans le conflit en Ukraine. Il s'est d'abord arrêté à Moscou, et puis il s'est rendu à Kiev, en Pologne, en Belgique, en France et en Allemagne. À Moscou, il a été reçu par un vice-ministre des Affaires étrangères, M. Galouzine, qui est en charge des dossiers asiatiques. Quelques mots d'Arabie Saoudite maintenant, avec une visite qui retient l'attention, celle du président de la Douma d'État, M. Volodine, à El Riyad le 26 février, où il a été reçu par le prince héritier, Mohamed Ben Salman. M. Volodine multiplie les déplacements dans les pays dits amicaux ces derniers temps, et on sait que l'Arabie Saoudite est considérée pour de nombreuses raisons à Moscou, et en particulier en raison de l'accord dit OPEP+, comme étant particulièrement important. Donc on voit que le dialogue russo-saoudien s'enrichit d'un volet parlementaire. Russie-Slovaquie, ça c'est un signal très intéressant, avec une rencontre en Turquie le 2 mars entre M. Lavrov et son homologue slovaque, un entretien qui a eu lieu en marge d'un forum diplomatique organisé par Ankara. Ils ont évoqué, entre autres, le sommet pour la paix proposé par la Suisse, qui souhaite, on le sait, organiser quelque chose dans le courant de l'été. C'est intéressant en soi, c'est-à-dire qu'un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne rencontre M. Lavrov,
Ce n'est pas rien, ce n'est pas tous les jours. Le Slovaque le fait régulièrement, mais le Hongrois le fait régulièrement, mais pour le Slovaque, c'était, je crois, le premier. Et surtout, ça a donné lieu à une aggravation des relations entre la Slovaquie et la Tchéquie. Et on a appris hier que le gouvernement tchèque, dont on sait qu'il est en pointe sur les questions de livraison d'armes à l'Ukraine, je rappelle que la République tchèque a lancé une opération de recensement des munitions de fabrication soviétique disponibles à l'échelle mondiale pour essayer de les acheminer en Ukraine sur financement européen. Eh bien, la République tchèque a annulé ses consultations bilatérales avec la Slovaquie en raison de cet entretien entre M. Lavrov et son homologue slovaque. À force de sonner l'alarme, on pourrait parler de Tchéquie Carillon. Je ne sais pas comment traduire ça en russe, mais on le laissera pour nos chers amis francophones. J'en viens maintenant évidemment, au gros dossier de la semaine écoulée, qui est la diffusion le 1er mars par Madame Simonian, la directrice de RT, d'un enregistrement d'une conversation entre hauts gradés allemands, parmi lesquels le commandant en chef des forces aériennes, Ingo Gerhardt. Donc, ont été rendus publics ces échanges qui durent près de 20 minutes et qui dateraient du 19 février, échange au cours duquel ces militaires allemands de très haut niveau, encore une fois, je le souligne, évoquent la question de la livraison des missiles longue portée Taurus, de la logistique afférente, de la modalité de leur mise en œuvre éventuelle, ainsi qu'une possible frappe massive sur le pont de Crimée. À la suite de ces révélations, l'ambassadeur d'Allemagne a été convoqué au ministère des Affaires étrangères russe. Et il y a eu de nombreux articles dans la presse occidentale allemande, et cette affaire a suscité un fort émoi à Berlin, euh, où, on le sait, il y a des divergences au sein même de la coalition gouvernementale à propos de la pertinence de la livraison de ces missiles à l'Ukraine. Alors, il faudra évidemment voir quelles sont les conséquences de ces révélations. Est-ce que ça va fragiliser le chancelier qui est personnellement opposé à ces livraisons parce qu'il estime qu'il faudrait des personnels allemands pour servir ces missiles, ou est-ce qu'au contraire, ça va le fragiliser en mettant en évidence peut-être sa pusillanimité à voir. En tout cas, et ça c'est intéressant, un sondage a été réalisé ces derniers jours en Allemagne qui montre que 58% des Allemands sont opposés à la livraison de ces missiles. Donc le chancelier, finalement, exprime une position majoritaire dans ce pays aujourd'hui. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire, cher président, de l'actualité russe de cette semaine. Eh bien, c'est déjà pas mal. Alors, pas beaucoup de questions. J'ai l'impression que tout le monde est en train de préparer le 8 mars. Même Pavel. Euh, une question néanmoins sur les recettes d'hydrocarbures. Est-ce que c'est lié au cours du pétrole ou est-ce que c'est lié vraiment à une augmentation du volume des livraisons, y compris via ces fameuses flottes fantômes ou autres moyens? Non, la vérité, c'est que les petits pics que l'on voit, et ce pic-là est lié à des ajustements fiscaux. Il y a eu l'année dernière, sans entrer dans les détails parce qu'ils sont extrêmement ennuyeux, mais ça c'est la cuisine entre les grands groupes russes et le ministère russe des Finances. Il y a eu non pas des abattements, mais des restitutions de fonds, des décisions qui ont été prises, semble-t-il, un peu hâtivement. Et donc le ministère des Finances a remis un petit peu les choses à plat. Et ça produit ses effets en février. On voit que selon les nouvelles règles fiscales, eh bien, la Russie devrait, si cette tendance se poursuit, bien sûr, et si les prix ne s'effondrent pas, mais il n'y a aucune raison qu'ils s'effondrent, parce que la Russie et les autres membres de l'OPEP+, ont annoncé la poursuite de coupes unilatérales, eh bien, le budget fédéral devrait être tenu. Eh bien, on a un auditeur qui nous remercie pour notre briefing hebdomadaire. Donc, merci. Je pense qu'il y a une question liée à la Slovaquie
qui nous dit le contexte de cette tentative tient-il du fait que la Slovaquie n'a plus de défense antiaérienne, car les Italiens ont annoncé reprendre le système qui leur avait été prêté, visiblement. Alors, il faut rappeler qu'effectivement, il y a eu une alternance politique en Slovaquie. Le précédent gouvernement était sur la ligne tchèque, finalement, ou la ligne polonaise, c'est-à-dire une implication presque maximale, en tout cas en termes de livraison d'armes. Et effectivement, la Slovaquie a livré beaucoup de matériel et peut-être tout ou presque de ses défenses antiaériennes, notamment des S-300 qui avaient été livrés par la Russie, non pas par l'URSS, à la fin des années 90, au gouvernement de M. Mečiar à l'époque, qui était opposé à l'entrée de la Slovaquie à l'OTAN. Eh bien, le nouveau gouvernement vous le savez, de M. Fico a annoncé un changement de braquet, un changement même d'orientation totale, puisqu'il s'oppose à de nouvelles livraisons. Il est plutôt sur la ligne de M. Orban. Donc je ne crois pas que ce soit lié en fait aux propositions italiennes. En réalité, il s'agit de divergences beaucoup plus profondes entre une ligne, encore une fois, qu'on peut qualifier de ligne Orban, que la Slovaquie a fait sienne ces dernières semaines, et qui n'est pas acceptée à Prague, qui incarne quelque chose de tout à fait différent et même de diamétralement opposé. On nous demande également que représente économiquement la Russie pour l'Arménie? Tourisme, travailleurs arméniens en Russie, quels sont les enjeux? Non, c'est d'abord les enjeux énergétiques, hein. La centrale nucléaire, il faut savoir qu'Interrao avait pris le contrôle du réseau électrique arménien, et dans le cadre d'une privatisation il y a de nombreuses années. Euh, il y a, on le sait, beaucoup de marchandises qui aujourd'hui transitent par l'Arménie en direction de la Russie, qui passaient peut-être avant par la Turquie ou par d'autres pays. Il y a beaucoup d'investissements russes en Arménie. Donc c'est moins un problème ou une problématique de main-d'œuvre émigrée comme avec le Tadjikistan ou le Kyrgyzstan. Là, il s'agit plus encore une fois, on parle d'investissement et de présence dans des secteurs stratégiques de l'économie arménienne. Merci. Il y en a un auditeur inquiet, visiblement résident ici. Il nous dit le prochain paquet de sanctions serait très orienté contre les Européens étant toujours en Russie. A-t-on des informations? Non, d'abord, il faut regarder. Enfin, tant que les choses ne sont pas adoptées, il vaut mieux éviter pour des raisons de santé d'ailleurs, hein. Mieux vaut éviter de stresser pour rien, ou en tout cas prématurément. Donc, il y a eu des choses dans le précédent, enfin en tout cas dans le 12e, hein, qui potentiellement pouvaient être problématiques. On a vu, et on en a parlé lors d'un précédent briefing, que les Allemands avaient accordé des dérogations pour leurs entreprises. Là, je parle des fournisseurs de logiciels en particulier et d'autres services, les services comptables, par exemple. Donc, le prochain paquet, à ma connaissance, sera adopté dans les tout prochains jours, mais ne comportera pas de volet économique. Ce sera un paquet en rétorsion au décès de M. Navalny. Ce sera d'ailleurs, je ne sais pas, le 13e ou 14e. Alors celui d'après, effectivement, bon, de façon assez classique, les Baltes, les Polonais évoquent le nucléaire civil, ce dont ni les Hongrois ni les Français, aujourd'hui en tout cas, ne veulent entendre parler. Donc bon, on verra, mais je recommanderais de ne pas se mettre martel en tête prématurément, même si effectivement tout est possible. Réflexion en tout cas que l'on peut constater, c'est qu'après quasiment une dizaine de paquets de sanctions dirigés contre la Russie, ses dirigeants, ses personnalités politiques, économiques, ses entreprises, à partir du 10e, on a commencé à observer un changement de braquet où l'Union européenne euh, pointe et cible plutôt les contourneurs de sanctions plutôt que les Russes. Donc en cela, effectivement, les Européens pourraient se retrouver avec quelques cartouches de chevrotine dans les orteils. Alors justement, il y a une précision que nous donne un auditeur. Il se dit que les dernières sanctions européennes concernant les services impliquent l'interdiction à compter du 20 juin pour un ressortissant européen d'occuper des fonctions de directeur général dans une entreprise russe.
Pas à ma connaissance. Alors on va vérifier, revérifier, mais pas à ma connaissance. Oui, en général, quand il y a ce genre d'informations, la Chambre se fend rapidement d'un communiqué auprès de ses membres, puisque ce sont des éléments particulièrement importants et qui nous concernent tous. Pour repartir à l'international, qu'augure donc, à votre avis, la démission de Victorien Nuland? Alors, il faudrait connaître la raison. Ce n'est pas une raison de santé, en tout cas, pour autant qu'on puisse le savoir. Est-ce que c'est lié aux enquêtes internes qui ont été lancées sur l'aide à l'Ukraine? Euh, Certains disent aux États-Unis qu'il y a de la perte en ligne, voire des détournements. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est elle qui a voulu partir car elle pressentait, j'allais dire, un revirement peut-être grave et dramatique pour la politique qu'elle incarne? Je ne sais pas le dire à ce stade. Il est certain en tout cas que pour l'Ukraine, c'est une mauvaise nouvelle parce que on connaît l'influence de Madame Nuland, sa force de persuasion dans l'administration Biden, qu'elle quitte les cercles de pouvoir ne peut pas ne pas avoir des conséquences à l'heure où il y a des arbitrages à faire ou de façon générale, la cause ukrainienne semble moins populaire au Congrès. Concernant la situation en mer Rouge, y a-t-il des réactions russes à la coupure des câbles sous-marins d'Internet par les Houthis? Ça concerne également la Russie, enfin ça concerne le monde entier. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à un genre de coalition pour, euh, pour venir à bout de cette menace? Alors, une coalition, il y en a déjà une coalition, j'allais dire, assez classique dans la région, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont déjà œuvré ailleurs au Moyen-Orient il y a quelques années. Si la question est, est-ce que la Russie et la Chine ont l'intention de se joindre aux anglo-saxons pour une action militaire contre les Houthis, très clairement non. La Russie ne souhaite pas une escalade en mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de son commerce extérieur en direction de l'Asie transite par le canal de Suez. Toutes les céréales que la Russie vend au Pakistan, en Indonésie et ailleurs, elles passent par là. Il y a aussi partie du brut russe exporté par Novorossiysk. Donc la Russie, très clairement, n'a pas intérêt à une escalade en mer Rouge, tout comme la Chine d'ailleurs. On avait cru ces derniers jours que l'Iran avait calmé un petit peu ce qu'on appelle en bon français ses proxys, donc ses bras armés locaux. Mais la question qui semble se poser, c'est quand même le degré de contrôle par l'Iran de ces groupes locaux qui savent se battre. Je rappelle que les Houthis, ils ont mis en échec l'armée saoudienne. Alors on peut dire que l'armée saoudienne, c'est pas très efficace. Ben, ils sont quand même très bien équipés. Et on voit qu'ils sont capables, d'abord ils ont des missiles anti-navires, ils ont des systèmes d'armes assez complexes, et qu'ils sont capables d'entraver ou de compliquer, de retarder le trafic maritime, qui d'ailleurs a baissé de près de 40% dans la zone. Donc, et pour revenir sur le rôle de la Russie a peu de levier en réalité. Elle peut, elle aussi, demander aux Iraniens de calmer les Houthis. Elle peut peut-être demander aux Saoudiens de ne pas jeter d'huile sur le feu. Historiquement, l'URSS et la Russie ont beaucoup d'interlocuteurs au Yémen. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? C'est difficile à dire. Donc la Russie elle est concernée par le risque maritime. Elle est concernée plus marginalement par l'histoire des câbles. Les câbles, ça concerne surtout l'Afrique de l'Est, pour autant que je puisse le savoir. Euh, mais voilà, avec Gaza, une crise dont on pensait qu'elle serait éphémère et qui s'installe dans la durée et qui a des conséquences potentielles tout à fait majeures. Merci. Alors, dernière question pour finir ce briefing. Un auditeur facétieux un petit peu qui nous demande si les poursuites pénales qui sont abandonnées pour les gens qui rejoignent enfin, qui s'engagent en fait, c'est ça? Est-ce que ça peut concerner ceux qui sont en prison actuellement pour critique de l'armée ou autre raison du même acabit?
Probablement, puisque je rappelle que dans le discours officiel, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui l'ont évoqué, je ne sais pas quelle personnalité, mais évoqué une forme de repentir, laver ses fautes par le Donbass. Voilà, donc encore une fois, je cite certains officiels russes, je me demande si Peskov ne l'a pas évoqué en ces termes-là. Donc potentiellement, oui, en tout cas, je pense que ces personnes, a priori, ne sont pas exclues. Il y a déjà des cas, hein, il y a des cas alors peu connus en région, d'engagement comme ça, mais c'était plus évidemment dans le cadre d'affaires, détournement de fonds au niveau des sous-gouverneurs voilà. Mais l'expiation entre guillemets des fautes supposées par le Donbass, c'est quelque chose qui reste d'actualité aux yeux des autorités russes. Après, j'ai quelques doutes sur des cas concrets, très médiatiques et très connus. Ivleva, a priori, est encore à Moscou. Ivleva, dis-je, a priori, est encore à Moscou. Voilà. Cette Après, pantalonnade ou cette est-ce qu'il y a des bataillons féminins? Je ne sais pas. l'histoire de la Naked Party était une belle pantalonnade. Bien. Eh bien, écoutez, ça va être la fin de ce 191e briefing. Encore une fois, la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie, avec tous ses collaborateurs masculins, souhaite la meilleure des fêtes à toutes nos mères, épouses, filles, collaboratrices et toutes ces merveilleuses femmes qui entourent notre vie et la rendent plus belle. Donc, bonne fête à toutes et surtout, tenez bon. Ne perdez pas de vue le fait qu'en Russie, la fête des hommes n'est pas le 23 février, mais le 9 mars. À bientôt.